Erwan et Pierre, n'hésitez pas à m'interrompre parce que là, du coup, je suis en plein écran, je ne vais pas forcément voir toutes les interactions. Donc, merci à tous de votre présence. Donc, je me présente rapidement. Je suis Frédéric Ravilly, je suis délégué régional du pôle mer Bretagne-Atlantique. Donc, avec Pierre qui va se présenter juste après moi, on est très heureux de vous accueillir pour ce deuxième épisode de notre série de webinaires consacrée à l'économie bleue. Le thème du jour, c'est la décarbonation du secteur maritime. Et avec un axe évidemment plus spécifique autour des navires, le naval et le nautisme. Donc le webinaire est co-organisé par le pôle mer Bretagne-Atlantique ainsi que la French Tech, Saint-Nazaire, Labo de Pornic. Et l'objectif principal, mais on va y revenir, c'est d'acculturer notamment les acteurs des French Tech à l'économie bleue dans une perspective d'événements qui vont se dérouler sur le mois de mai, donc sur Nantes et Saint-Nazaire, et auxquels on va vous inviter à participer. Deux mots très rapidement sur le pôle mer Bretagne-Atlantique pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est un pôle de compétitivité, on représente 450 structures liées à l'innovation maritime sur le Grand Ouest. La grande majorité sont des PME, à peu près 70%, donc c'est vraiment notre cœur de cible. Notre métier, c'est d'initier, d'accompagner, de trouver des financements pour des projets collaboratifs d'innovation. Depuis la création du pôle, c'est-à-dire en 2005, on a pu mobiliser environ 2 milliards de budget de R&D sur l'ensemble des projets qu'on a pu accompagner. Et on est organisé autour de 6 grands domaines d'action stratégique. Pour les citer rapidement, mais peu ou prou, ça couvre l'ensemble de l'économie maritime. On parle de sûreté et de sécurité maritime, on parle de construction navale et du nautisme, tout ce qui concerne l'énergie marine, et notamment énergie marine renouvelable, tout ce qui concerne les grands fonds marins, les sujets autour des bioressources marines également, la pêche, l'aquaculture ou les biotech, les enjeux autour des littoraux, les pollutions marines et puis les sujets autour du dérèglement climatique et les liens avec les évolutions et l'érosion des traits de côte, et puis les aspects portuaires. Voilà. Donc on couvre encore une fois l'ensemble de l'économie maritime et on est vraiment à votre disposition. On a un rôle d'animation du territoire et ces webinaires y participent, mais on est vraiment à votre disposition pour vous accompagner sur vos démarches d'innovation en lien avec le secteur maritime. On est une trentaine de personnes réparties sur globalement les deux régions, Bretagne et Pays de la Loire, qui sont notre territoire, et spécialistes des différents domaines que je vous ai mentionnés. Pierre, je te laisse te présenter, puis présenter rapidement la French Tech. Bonjour, merci Frédéric. Bonjour à tous, merci d'assister à ce deuxième webinaire. Donc nous, French Tech Saint-Nazaire Labaule, on n'a pas l'envergure et l'antériorité du pôle mer. On est une jeune communauté French Tech labellisée pour la première fois en 2019. On est l'une des 59 communautés French Tech rattachées au réseau. Relabellisé 2023-2025, on est une French Tech qui recense à peu près une centaine d'adhérents, TPE, PME, jusqu'à des grands donneurs d'ordre type ETI comme le groupe IDEA ou DAER. On a encore peu de collaboration avec les deux très grands donneurs d'ordre du territoire parce que tout cela doit se construire dans la durée. Une French Tech en voie de professionnalisation, essentiellement une association de dirigeants bénévoles. Donc on a alors avec à notre niveau un rôle aussi d'animation de notre écosystème territorial. Donc sur 3 EPCI, au nord la zone de Guérande, au centre celle de Saint-Nazaire agglomération, et au sud Pornic-Aglo, donc sur un territoire où il y a à la fois du naval et du nautisme en lien plutôt avec l'approche port et tourisme, et puis du naval avec les grands navires. Une zone également qui a une double labellisation, donc sur la zone Loire-Estuaire de Saint-Nazaire jusqu'à Cordemais, Estuaire et Sillon. Donc une labellisation territoire d'industrie qui adresse plutôt la transformation des PME avec des enjeux autour du numérique et de la data, et une labellisation ZIBAC, zone industrielle bas carbone, qui elle est plutôt sur les grands donneurs d'ordre. Voilà, donc on est très heureux de progressivement adresser des sujets comme celui de l'économie bleue, et très heureux de travailler en partenariat avec le pôle qui nous amène toute sa connaissance sur ces domaines stratégiques d'innovation. Merci beaucoup et merci à Erwan de se prêter au jeu de cette intervention. Oui, merci encore Erwan, mais on y reviendra et en te laissant la parole, on passera évidemment un petit peu de temps pour te présenter. Merci Pierre. Donc le déroulé de ce webinaire qui va durer donc 1 heure, on essaiera vraiment de respecter le timing, on ne vous tiendra pas plus longtemps.
Donc d'abord, on va rappeler l'objectif, pourquoi on fait cette série de webinaires. Encore une fois, c'est le deuxième épisode aujourd'hui. Ensuite, donc, on aura évidemment le cœur de ce webinaire, c'est-à-dire l'intervention d'Erwan, qui prendra la parole tout à l'heure pour une bonne demi-heure. Ensuite, on aura un temps de questions-réponses. Et puis, on terminera, Pierre et moi, sur justement ces événements du mois de mai qui font un petit peu la finalité de ces webinaires qu'on a le plaisir de co-organiser et sur lesquels on vous, évidemment, mobilisera et on espère bien votre présence. Alors, rapidement sur les objectifs. Bon, on l'a un petit peu dit en introduction, hein, pour nous, l'objectif, c'est de faire connaître les objectifs, ce qu'est l'économie maritime à une communauté French Tech qui est voilà, très, très large, qui agit sur des activités très différentes. Donc, on vous avait proposé au mois de février dernier, au mois pardon, de janvier dernier, un premier webinaire autour des énergies marines renouvelables. Notre idée, c'était de pouvoir capitaliser un petit peu sur les grands piliers de l'économie bleue présente, notamment dans le Grand Ouest, donc les énergies marines renouvelables. Aujourd'hui, on va parler de décarbonation, notamment en lien avec les navires. Au mois d'avril, on vous proposera, au mois de mars, pardon, je vais y arriver, on vous proposera un webinaire orienté sur les sujets portuaires. Et puis, on clôturera en avril sur un webinaire autour des bioressources marines. Alors notre optique, c'est clairement d'inciter des entreprises qui ont des compétences, mais qui ne sont pas forcément aujourd'hui tournées vers le monde maritime, à regarder ces marchés et à regarder si effectivement ces compétences peuvent être d'intérêt pour le monde maritime. Bon, notre objectif, encore une fois, à travers ces webinaires, c'est de montrer la diversité des sujets. Donc on est assez convaincu que, quelle que soit votre compétence, il y a forcément des marchés maritimes sur lesquels elles pourraient être mises à profit. Sachant que ce marché maritime, hein, depuis de nombreuses années, est toujours un métier, un marché, vous allez voir encore une fois des activités très différentes, toujours en croissance, porteur d'avenir. Il n'y a vraiment pas de récession sur ce domaine-là. Et vous allez voir en particulier sur les sujets que va présenter Erwan, notamment le transport maritime, vous allez voir qu'il n'y a absolument aucune raison que ça se tarisse, voire voilà, les enjeux derrière le transport maritime sont absolument considérables. C'est quelque part un petit peu toute l'économie qui en dépend. C'est aussi des enjeux autour de la santé, c'est aussi des enjeux autour de l'alimentation. On le verra encore une fois à travers les aspects de bioressources marines. Et puis donc, encore une fois, l'objectif, c'est de vous donner envie de nous rejoindre les 12 et 13 et 14 mai sur les séries d'événements qu'on va vous proposer. Pierre, est-ce que tu veux compléter? Merci Frédéric. Donc oui, juste rajouter que ces webinaires ont, comme tu le dis, la vocation à nous faire un peu monter en connaissance notre communauté French Tech qui n'est pas forcément complètement avertie sur ces sujets-là, nous connecter aussi à d'autres écosystèmes d'innovation au nord et au sud pour élargir également la zone de partage. Et puis donc préparer cet événement du 12 qui s'appelle l'école de l'investissement sur le thème du financement de l'innovation en lien avec l'économie bleue. Et c'est un événement qui a fait l'objet d'un appel à projet French Tech National Community Fund, qui va donc nous permettre d'avoir un petit peu d'ambition dans ce qu'on proposera, voilà, autour de différents niveaux de maturité de projet et différents domaines stratégiques d'innovation en lien avec l'économie bleue. Le programme est en cours de construction et on reviendra le 14 mai donc sur un deuxième événement à Saint-Nazaire. Je te laisserai, Frédéric, parler de celui du 13 qui concerne plus le pôle, donc qui lui adresse plutôt les projets étudiants dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Atlic, mais le pôle est également concerné par Atlic et qui est en lien avec l'école de design à Nantes et un acteur qui s'appelle le Blue Lab, qui est un Fab Lab nazérien. Bon, c'est très territorial, mais on essaye comme ça de couvrir l'ensemble des acteurs, des projets étudiants jusqu'aux start-upers, jusqu'aux PME innovantes avec du potentiel pour donner à voir l'évolution de notre territoire. Parfait, merci beaucoup Pierre. Écoutez, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Donc on va laisser la parole à Erwan Jacquin. Donc Erwan, tu es un expert maritime reconnu, hein. Je pense que beaucoup de gens te connaissent sur la place maritime. Alors tu es notamment le fondateur de l'Institut de décarbonation MID 2050, sur lequel tu vas revenir plus en détail juste après. Tu as eu
Tu as fondé plusieurs entreprises comme Hydrocéan et Nextflow, qui s'appuient maintenant sur des grands groupes industriels. Et puis, tu as également occupé un certain nombre de postes clés au sein de grands groupes majeurs dans le monde maritime, évidemment, responsable R&D pour la CMA CGM, et puis précédemment encore CEO chez BV Solutions de la division Marine Offshore. Voilà, merci encore de ta présence, Erwan, et de nous apporter tes lumières. Et donc, je vais te laisser la parole pour voilà, nous présenter les enjeux autour de la décarbonation maritime. Alors, je vais te donner la main pour que tu puisses. Voilà, normalement, tu dois la voir. Très bien. Merci Frédéric, merci Pierre. Bonjour à tous. Alors, désolé pour ma voix peut-être un peu nasillarde, j'ai la grippe, donc je vais essayer de conserver ma voix et mon attention jusqu'à la fin. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, a priori ça marche. Donc l'idée c'est de vous présenter un petit peu là aujourd'hui le sujet de la décarbonation du transport maritime qui s'insère donc dans l'économie bleue, dans la partie du coup transport maritime. Transport maritime qui est relativement essentiel aujourd'hui à l'économie nationale et à l'économie mondiale. Comme vous le savez peut-être, en fait, c'est aujourd'hui la colonne vertébrale de la mondialisation. Donc, ça a des côtés à la fois positifs et négatifs. On en reparlera un petit peu tout à l'heure sur la notion de souveraineté. Aujourd'hui, le transport maritime, il émet entre 3 et 4% des émissions mondiales. Donc, c'est relativement significatif. Hein. C'est au même niveau que l'aviation. C'est un petit peu moins critiqué, on va dire, que l'aviation, parce que notamment, ça a un rôle économique aujourd'hui assez significatif. C'est-à-dire qu'on utilise tout le transport maritime pour l'économie et pas forcément trop pour les loisirs. Euh, et 3-4%, ça reste quelque chose qui est assez important. Il y a des réglementations qui sont en train d'être mises en place au niveau mondial. Donc, c'est l'OMI qui dépend de l'ONU, qui est l'Organisation maritime internationale, et au niveau européen, avec un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place par l'Europe pour essayer d'aller un peu au-delà des objectifs initiaux de l'OMI. Donc en quelques années, on est passé d'un objectif de baisse de moins 50% à peu près des émissions totales du maritime en 2050 à maintenant un objectif qui est plutôt tendre vers le moins 100%, donc un net zéro vers 2050. On verra tout à l'heure que c'est quelque chose qui est assez complexe à réaliser, qui est une ambition extrêmement forte poussée par l'Europe. Alors le contexte géopolitique actuel, il met un petit peu d'incertitude autour de ça parce que l'Europe a essayé d'être très novatrice, très dynamique, très avant-gardiste, on va dire, sur l'atteinte de cette neutralité carbone pour le maritime. Mais il faut à tout prix aussi qu'au niveau international, l'ensemble des pays prennent le relais. Et comme on le voit un peu aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus délicat d'envisager cette reprise par l'ONU. En tout cas, tout le monde y travaille aujourd'hui et l'objectif, c'est bien de baisser l'ensemble des émissions. Le problème principal, ou un des problèmes de cette transition maritime, on le verra tout à l'heure, c'est qu'elle nécessite beaucoup, beaucoup d'investissements. Et donc, il y a plusieurs sources qui estiment à peu près à 3 000 milliards au niveau mondial le coût de la décarbonation, ce qui amène dans un pays comme la France à peu près entre 50 et 100 milliards pour faire les investissements et prendre sa part de cet investissement pour décarboner sa part du maritime. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez gigantesque. Euh, Ce qui est tout aussi gigantesque, c'est l'énergie qui est consommée aujourd'hui par les bateaux. Donc, aujourd'hui, les navires, c'est le moyen de transporter des matières volumineuses qui est la plus écologique possible et qui consomme le moins d'énergie possible. Si vous voulez transporter 1 tonne sur 1 kilomètre, aujourd'hui, si vous le faites par bateau, on va dire que vous avez 1. Si vous le faites en camion, vous êtes plutôt autour de 15 ou 20. Et si vous le faites en avion, vous êtes plutôt autour de 80 ou 100. Donc, fois 20 ou fois 100 par rapport au camion ou à l'aérien. Donc, on voit bien que malgré le fait qu'on émet beaucoup, 3-4% d'émissions au total, en fait, on consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais le maritime assure à peu près aujourd'hui 80% du transport en volume au niveau mondial. Donc, du coup, c'est des masses colossales de marchandises pour une part d'énergie qui est assez significative et quelques émissions entre 3 et 4%.
le vrai sujet de la décarbonation du maritime, en fait, on pourrait dire, c'est les émissions de CO2, ok, c'est l'énergie qu'il va falloir rendre verte sur les bateaux, donc ça c'est un deuxième problème. Le vrai sujet, en fait, c'est la capacité du maritime à faire sa décarbonation dans des bonnes conditions, c'est-à-dire en gardant des prix de transport relativement raisonnables. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on base nos économies, on va dire occidentales, sur le fait que on est capable d'importer et d'exporter un certain nombre de matières. On importe beaucoup, à la fois des matières premières pour l'industrie, on importe de l'énergie, on importe aussi des engrais, on importe de la nourriture, on importe beaucoup de choses. Et on exporte aussi en partie, une partie de notre production est exportée, que ce soit du vin, des produits de luxe, des voitures, à travers le monde. Et donc ça ne tient que si ce transport maritime est relativement à bas coût. Et une étude là qui a été faite par le FMI en 2022 montre qu'il y a un doublement du prix du fret, c'est à peu près 0,7 points d'inflation, ce qui est assez significatif. Et pendant le Covid, le prix du fret sur le transport maritime a été multiplié par entre 5 et 10, un peu en spot. Et donc on voit que l'impact sur l'inflation, il peut être assez significatif. Donc réussir à décarboner dans des bonnes conditions, c'est conserver le pouvoir d'achat, c'est conserver une capacité d'importation et d'exportation qui est aujourd'hui nécessaire à l'économie nationale. Alors la transition, elle est extrêmement complexe. Oups, pardon. Euh, J'essaye de gérer à distance. Là, voilà. La transition est extrêmement complexe parce qu'en fait, elle adresse une très large chaîne de valeur. Historiquement, le navire, il utilisait du fioul lourd. Il pouvait sauter n'importe où dans le monde à des prix relativement homogènes. Et ce qu'on dit, c'est que ce fioul lourd, demain, il faut l'arrêter et dans quelques années, être capable de s'approvisionner en une nouvelle source d'énergie. Alors cette énergie, il faut la produire, il faut l'approvisionner jusque dans les ports, il faut la stocker, il faut la sauter sur le bateau, il faut que le bateau soit adapté pour récupérer cette énergie, pour la convertir. Et donc tout ça, ça demande des modifications extrêmement profondes, extrêmement complexes, et qui nécessitent une coordination d'une large chaîne de valeur. Donc c'est pour ça qu'on a créé l'Institut MIT 2050, qui permet de fédérer en fait l'ensemble de ces acteurs et essayer d'adresser un sujet qui est extrêmement complexe. Euh, Toutes les solutions de décarbonation, on le verra tout à l'heure, présentent des limitations. Malheureusement, il y en a assez peu, voire quasiment pas, qui vous apportent un retour sur investissement à court terme. Donc forcément, ça demande une vision extrêmement long terme et ça demande une capacité d'investissement qui, aujourd'hui, au niveau de l'État ou au niveau des entreprises, n'est pas forcément évidente à mettre en place. Les niveaux de maturité des technologies sont encore très faibles. Donc là, on va faire le bouclage avec la French Tech, où il y a un besoin d'innovation aujourd'hui qui est extrêmement fort, que ce soit pour faire on va dire le développement des produits ou des services, et surtout aussi leur déploiement à une échelle qui soit extrêmement significative. On verra aussi tout à l'heure qu'il y a un mix de solutions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule solution, parce que si vous voulez mettre de l'énergie décarbonée sur un bateau, elle va coûter extrêmement cher. Donc si en parallèle, vous n'avez pas une stratégie d'efficacité, en fait, vous allez payer extrêmement cher votre décarbonation. Donc il faut forcément agir sur un peu l'ensemble des leviers en parallèle. Les besoins d'énergie sont majeurs et massifs, on le verra aussi tout à l'heure, et du coup, le coût est tout à fait élevé. Et les enjeux sont aussi bien du coup à terre qu'en mer, aussi bien sur le port que sur le navire. Alors, il y a une égalité qui s'appelle l'égalité de Kaya, qui a été un peu dérivée là pour essayer de bien comprendre les enjeux. Les émissions de CO2, en fait, on peut les différencier en émissions de CO2 qu'on divise par l'énergie, on multiplie par l'énergie, on divise par les transports, on multiplie par les transports, donc on a une égalité. On a émissions de CO2 à gauche et à droite, et on peut faire apparaître des termes intermédiaires. Et on voit bien qu'en fait, on va pouvoir baisser nos émissions de CO2, qui est imposée par la réglementation, en agissant sur trois principaux leviers. Donc, le premier, c'est le contenu en CO2 de l'énergie qu'on consomme à bord. Le deuxième, c'est l'efficacité énergétique, c'est l'énergie consommée par l'unité de transport. Et puis le dernier élément, c'est l'unité de transport. Et donc ça fait bien apparaître un peu nos grands axes de travail dans le maritime. Une partie, on va dire, énergétique au sens large, une partie efficacité et une partie sobriété. Alors, si on regarde ces éléments de façon un petit peu plus détaillée,
On va avoir du coup des avantages et des inconvénients sur chacun. Donc là, vous avez des ordres de grandeur un petit peu des gains qu'on peut espérer obtenir, et puis des limites aujourd'hui auxquelles se confronte l'ensemble de la filière. La petite coche verte est en fait un élément où on gagne en fait du fuel. Donc c'est un élément qui est relativement essentiel puisque on pense aujourd'hui que l'accès aux biocarburants ou aux e-carburants sera relativement complexe en termes notamment de masse et de capacité pour le maritime à y accéder dans des conditions favorables. Donc tout ce qu'on va pouvoir faire pour limiter ce besoin en carburant alternatif est primordial. Donc du coup, sur l'efficacité énergétique, ben, vous avez deux composantes. La première, c'est le design optimal, donc l'utilisation de technologies d'efficacité technologique. Donc par exemple, vous allez pouvoir faire de l'optimisation de forme de carène, d'optimisation aérodynamique. Vous allez pouvoir récupérer la chaleur, par exemple, à bord des navires, utiliser le froid aussi de façon optimale. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont aujourd'hui mis en œuvre depuis pas mal d'années. Donc il y a encore des gains à faire, mais pour les armateurs les plus sensibles au sujet d'efficacité, ce sont des choses qui ont déjà été mises en place depuis quelques années. Donc on peut estimer qu'on va gagner peut-être encore entre 10 et 20% dans les années qui viennent à horizon 2050. Euh, L'efficacité opérationnelle, elle vise à améliorer l'usage du bateau. Donc, vous pouvez y retrouver, par exemple, l'optimisation des routes, l'optimisation du navire sur la route, quel type de navire on va mettre pour quel usage, l'optimisation des vitesses associées, le routage environnemental, tout ce qui va concerner aussi le facteur humain, donc le pilotage, on va dire, du bateau de façon efficiente, le monitoring de performance, etc. Donc là, on peut estimer entre 5, 10, 15% peut-être les gains qu'on pourrait faire avec cette excellence opérationnelle. Sur la partie énergie, ben, vous avez les biocarburants avec un intérêt, c'est qu'il y a assez peu de modifications à faire sur la motorisation, voire dans certains cas aucun. Et par contre, vous avez des stocks qui peuvent être limités, des prix qui sont plus élevés et une compétition d'usage qui est avérée, alors soit avec l'agriculture, même si aujourd'hui c'est des choses qui sont réglementées, mais surtout avec d'autres mobilités, puisque les biocarburants, on a envie d'en mettre aussi dans les voitures ou dans les avions. Donc du coup, le maritime doit un peu se battre par rapport à cet accès aux biocarburants. Les e-carburants, donc ce sont des carburants qui sont produits à partir d'électricité. Donc en faisant l'électrolyse de l'eau, on a de l'hydrogène. On peut combiner ça après derrière avec de l'azote pour faire de l'ammoniac, ou combiner ça avec du CO2 qui aurait été capté en amont, euh, soit directement à bord des bateaux, soit à terre, peu importe, ou dans l'air. Et là, vous pouvez faire du coup du méthane de synthèse, du méthanol de synthèse. Alors ces carburants, du coup, ils demandent une électricité majeure et ils ont des rendements de conversion qui sont pas très bons. Quand vous regardez toute la chaîne, euh, si vous êtes à 15-20% entre l'énergie initiale que vous avez récupérée, par exemple, sur une éolienne en mer, et puis toute la chaîne pour faire cette électrolyse, cette conversion, le stockage, ramener à bord, reconvertir l'énergie pour du coup la convertir en énergie mécanique pour faire tourner une hélice. Voilà, vous avez un rendement qui est extrêmement faible. Donc il y a des vraies questions autour de cet usage aussi. L'électrification, bah, c'est du coup éviter toute cette perte de rendement et utiliser directement l'énergie électrique stockée à bord du bateau à travers des batteries. Euh, le problème principal, c'est la taille aujourd'hui des batteries. C'est quand vous regardez sur un bateau de pêche ou sur un porte-conteneur, vous auriez en fait l'ensemble de la coque, voire une fois, deux fois, trois fois l'ensemble du volume du navire qui est nécessaire en batterie pour réussir à faire le trajet qu'attend le bateau. Donc c'est un vrai sujet, donc c'est limité aujourd'hui, c'est limité à des petits navires ou à des usages très spécifiques. Un sujet aussi, c'est la captation de CO2. On peut espérer capter le CO2 à bord du bateau, le stocker, le liquéfier et créer une chaîne de réapprovisionnement à terre pour recréer des carburants de synthèse éventuellement ou l'enfouir. Ce qui serait une manière aussi d'éviter les émissions de CO2 en restant sur des carburants du coup fossiles ou des e-carburants, ce qui serait encore mieux puisque là on serait vraiment neutre en carbone.
Une autre solution très intéressante, c'est la propulsion par le vent, c'est-à-dire qu'on utilise directement les énergies renouvelables sur le bateau. Alors, autour d'un bateau, on a du soleil et du vent principalement, on a aussi éventuellement des mouvements de bateau, mais qui restent assez faibles. Et, euh, et donc, on peut mettre des panneaux solaires, mais globalement, sur un porte-conteneur, par exemple, ça va produire, mettons, entre 0,5 et 1,5% de l'énergie nécessaire si on couvrait l'ensemble du pont du bateau avec des panneaux solaires. Ce qui pose en plus d'énormes problèmes opérationnels, puisqu'il faudrait des conteneurs avec un toit voilà, qu'on viendrait couvrir de panneaux solaires. Enfin, ce serait vraiment, c'est de la fiction. Mais ne serait-ce que ça mènerait autour de 1% d'énergie du bateau. Donc, on se rend compte que c'est pas suffisant. Et par contre, l'énergie vélique, elle, a une densité de puissance beaucoup plus forte, parce que l'énergie qui traverse le bateau en termes de vent est assez significative, surtout que le bateau avance lui-même, et donc il crée aussi une partie de son vent apparent. Et donc cette énergie, aujourd'hui, il y a plusieurs systèmes qui essayent de la convertir. Et donc vous avez des systèmes type aile de kite, profil rigide, profil solide, comme ce qui est fait au chantier atlantique, etc., etc. La propulsion nucléaire, donc c'est un autre sujet. Il y a de plus en plus de projets aujourd'hui qui sont à l'étude à travers le monde. La France a un certain nombre d'atouts sur cette propulsion. On sait faire aujourd'hui des navires militaires. La Russie sait faire des navires civils, notamment des brise-glaces, enfin civils entre guillemets, qui opèrent aujourd'hui à travers le monde. Donc c'est une autre solution éventuellement pour faire de la propulsion bas carbone. Et puis la sobriété, donc c'est un élément essentiel. Donc le bateau peut être sobre en réduisant sa vitesse. Donc là, ça ne demande pas beaucoup d'intelligence, pas beaucoup de technologie ou d'innovation. Le vrai enjeu de ça, c'est que si vous avez un flux, par exemple, d'approvisionnement aujourd'hui, je prends un exemple tout bête, allez, on va me dire le brut. Aujourd'hui, le pétrole brut qui est importé en France, quasiment 100% aujourd'hui est importé par la mer. Et donc ce pétrole, en fait, si vous divisez par 2 la vitesse du bateau, il va falloir éventuellement 2 fois plus de bateaux pour transporter la même quantité dont on a besoin aujourd'hui pour faire tourner l'économie nationale. Donc réduire la vitesse, c'est bien, ça permet de réduire la traînée du bateau et du coup la puissance et du coup la consommation et les émissions. Mais il y a un enjeu extrêmement important derrière sur la logistique. Euh, je prendrai un dernier exemple aussi là-dessus. Vous vous souvenez du bateau qui s'est coincé au niveau du canal de Suez. C'était un bateau d'une compagnie qui s'appelait Evergreen. Le bateau s'appelait Evergiven. Et il a été coincé là, pendant plusieurs semaines dans le canal. Il a créé un impact sur les chaînes de production et la chaîne logistique mondiale assez incroyable, puisqu'on manquait de composants électroniques, on manquait d'un certain nombre de choses, il y avait des animaux qui étaient bloqués, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça, mais c'était quelque chose d'assez incroyable, et on découvrait que le transport maritime aujourd'hui était du coup essentiel à cette chaîne. Et pendant le Covid, autant les avions ont été cloués au sol, mais les bateaux ont continué à tourner, et presque encore plus qu'avant, puisqu'il y avait des besoins de consommation qui ont été du coup encore plus exacerbés par, on va dire, la sédentarité des gens. Euh, et, euh, et du coup, on a eu aussi un impact clair sur toute la logistique mondiale. Donc réduire la vitesse, c'est une solution, mais qui a des conséquences. Et donc ça demande potentiellement une vraie réflexion globale sur la modification des échanges mondiaux. On le voit aujourd'hui à nouveau avec les États-Unis, avec l'augmentation de droits de douane, ce genre de choses. C'est un système qui est assez précaire et qui aujourd'hui tient grâce au transport maritime. Et donc sa décarbonation est une composante relativement essentielle. Alors, si on revient sur le type de bateau, vous avez des exemples ici de ce qu'on essaye de décarboner dans le maritime. Donc, vous avez des tout petits bateaux qui ont des puissances de l'ordre de quelques centaines de kilowatts, jusqu'à des bateaux qui sont des porte-conteneurs intercontinentaux qui vont avoir des puissances autour de 70-80 mégawatts. Donc, vous voyez là, c'est une échelle logarithmique, donc on multiplie par 10 quand on passe d'un point à un autre. Et puis la deuxième composante pour cette décarbonation, c'est en fait la capacité d'avoir cette énergie à bord, puisque les bateaux aujourd'hui, ils font ce qu'on n'est pas capable de faire, notamment par la route, c'est-à-dire qu'ils traversent des énormes distances. Et donc, grosse puissance et longue distance égale grosse énergie intégrée à bord. Et donc, vous avez une petite échelle aussi, là, du coup, sur l'énergie nécessaire pour faire un voyage.
Donc, vous voyez, en voiture et camion, on est de l'ordre de quelques centaines de kilowattheures. Quand on arrive sur un navire intercontinental, on parle de gigawattheures qui sont du coup stockés à l'intérieur du bateau. Donc c'est là où on revient sur cette notion d'électrification. Si on peut électrifier une voiture, on ne va pas pouvoir électrifier la partie de droite de façon complète, ou alors on a deux ou trois bateaux qui portent les batteries derrière. Voilà, donc le sujet du maritime, il est vaste, il est extrêmement complexe, et en fait, les solutions sont dépendantes en fait du segment de flotte qu'on va adresser, ce qui du coup n'est pas forcément évident. Alors, j'essaye de passer à la slide suivante. Je ne sais pas si, Frédéric, je n'y arrive pas. Je ne sais pas si toi, c'est plus facile. Très bien, merci beaucoup. Donc, alors, un bateau décarboné, ça pourrait ressembler à quoi? Vous l'avez donc sur cette image. C'est un bateau qui intégrerait une propulsion par le vent pour du coup profiter de cette énergie qui traverse le bateau, énergie renouvelable directement à bord, sans passer par un cycle de conversion. Donc ça, c'est beaucoup d'innovation, hein. On en est au tout début de la propulsion par le vent. Des premiers projets sont en train de naître. Il y a des prototypes qui sont en train d'être mis à l'eau. Il y a les premiers navires vraiment dédiés, dessinés pour intégrer la propulsion par le vent qui arrive aussi à maturité. Vous avez le projet Canopée notamment, Neoline, qui est un projet nantais notamment. Le bateau va être opérationnel dans quelques mois. Vous avez toute une partie d'optimisation énergétique. Donc là, ça veut dire on optimise la carène, donc optimisation hydrodynamique, optimisation du propulseur, des appendices. Vous avez toute la partie traînée, état de surface, anti-fouling. Vous avez toute la partie routage environnemental, traînée aérodynamique. Vous avez toute une partie de bloc moteur aussi qui potentiellement serait modifiée. Alors, est-ce qu'on va rester sur des moteurs à combustion interne? Est-ce qu'on aura des piles à combustible qui seront capables d'intégrer différents e-carburants, que ce soit de l'hydrogène, du méthane ou du méthanol? Donc ça, la course est encore à définir, c'est pas encore très clair. Une partie d'électrification aussi. Et puis tout ça, ça nécessite aussi, on va dire, une réglementation et des nouveaux usages assez importants parce que le niveau de risque associé à l'usage de ces nouveaux carburants, par exemple, ou même de la propulsion par le vent, doit être appréhendé. Donc il y a une réglementation aussi qui évolue aujourd'hui en parallèle des innovations pour être certain que les industriels pourront intégrer dans des bonnes conditions l'ensemble de ces innovations. On va parler un peu d'ordre de grandeur. Je vous ai parlé au tout début de 3000 TWh d'énergie fossile. Donc cette énergie, elle est brûlée aujourd'hui dans des moteurs à combustion interne qui ont des rendements autour de 50%. C'est des moteurs de temps qui tournent à relativement basse vitesse. Donc on est vraiment sur l'optimum du cycle énergétique. On a parlé d'avoir des e-carburants, notamment on va prendre l'exemple de l'hydrogène, pour remplacer cette énergie. Alors, le problème, c'est que le rendement de conversion globale est beaucoup plus faible. Si on parle du moteur, par exemple, alors, pile à combustible, on serait peut-être sur des rendements autour de 50 à 70%, mettons 60%. Vous avez le rendement de l'hydrolyse, vous avez le rendement lié à la compression ou à la liquéfaction de l'hydrogène. Vous avez des pertes énergétiques aussi associées du coup conversion électrique, etc., etc. Et donc vous avez un rendement global qui va plutôt être entre 15 et 25%. Ce qui veut dire que vos 3000 TWh d'énergie fossile, en fait, il va falloir produire 6000 à 9000 TWh d'énergie électrique primaire pour réussir à avoir l'équivalent en termes d'énergie dans le bateau. Alors ça, c'est un sacré problème, puisque ça veut dire qu'il va vous falloir entre 500 et 1000 réacteurs nucléaires en fonction de la puissance de ces réacteurs nucléaires, sachant qu'il en existe aujourd'hui, je crois, 400 dans le monde, et que oui, la France a prévu d'en mettre 5, je crois 5 ou 6 en opération d'ici 2050. Donc c'est pas on va dire une denrée extensible si facilement. Et puis en termes de champs éoliens, c'est pareil, c'est des masses énormes qu'il faudrait avoir en termes de champs éoliens pour réussir à produire ces milliers de térawattheures. Donc, imaginez que le maritime va se décarboner en passant
au e-carburant de façon simple et rapide, ça ressemble à un doux rêve compte tenu de la capacité derrière de production qu'il va falloir mettre en œuvre. D'où la nécessité de travailler sur de multiples solutions. Alors, du coup, tout ça, si on revient un peu au sujet un peu plus territorial, c'est des fortes opportunités en fait, de développement économique. Parce qu'il n'y a pas encore de solution complètement établie. Il y a un marché qui est assez colossal. Il y a des enjeux réglementaires. Donc, tout ça, ça mène enfin, environnementaux et réglementaires, ça amène à l'innovation et à un besoin de mettre en place de nouveaux services ou de nouveaux produits. Alors, vous avez ici quelques exemples de produits ou services qui pourraient être mis en place. Donc, tout ce qui concerne la production d'énergie décarbonée, tout ce qui va concerner le port. On parlait de Zidac tout à l'heure. Pierre mentionnait Zidac, c'est un projet de décarbonisation en fait, de la zone industrielle portuaire autour de Nantes-Saint-Nazaire. Donc là, il y a beaucoup aussi d'innovations qui doivent être mises en œuvre. Sur le bateau, c'est tout ce qui est pile à combustible, batterie, motorisation électrique, tout ce qui est lié aussi au stockage, au soûtage de ces nouvelles énergies à bord des bateaux. La propulsion par le vent aussi, qui nécessite du coup des innovations. Aujourd'hui, on est vraiment au tout début on va dire, des solutions. Et puis, beaucoup d'innovations aussi sur l'efficacité énergétique et opérationnelle. Et puis, in fine, la conception de navires zéro émission, qui sont aujourd'hui portés aussi par des bureaux d'études et des chantiers. Donc, tout ça, ce sont des opportunités de développement économique qui sont assez fortes. Et puis, si on regarde de façon un peu plus précise les besoins aussi académiques, puisque l'innovation, elle va être entre, on va dire, ce besoin industriel et puis une capacité d'aller faire de l'innovation, notamment dans les laboratoires, on doit s'appuyer dans cette décarbonation maritime sur beaucoup, on va dire, de domaines d'expertise académique. Alors, c'est bien sûr l'ingénierie, mais c'est aussi les matériaux. Il y a tout ce qui va concerner les couplages sur structure, l'état de surface, euh, les systèmes énergétiques multi-échelles avec la capacité d'avoir une multi-source d'énergie à bord des bateaux, la chimie pour la partie plus, on va dire, carburant et stockage ou batterie, la mécanique des fluides, hydro ou aérodynamique. Euh, il y a des sujets de biomimétisme. Il y a quelques projets qui commencent aujourd'hui à naître autour de ça, sur voilà, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la nature aujourd'hui et comment est-ce qu'on pourrait être un peu plus efficace, peut-être d'un point de vue énergétique, que d'avoir une hélice qui tourne voilà, avec un certain nombre de pertes d'énergie assez importantes. Vous avez toute une partie sur la donnée aujourd'hui. Le maritime, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, n'était pas forcément très intéressé, on va dire, par l'efficacité, parce que lui-même est extrêmement efficace par rapport aux autres joueurs. Donc, on ne lui demandait pas forcément d'être encore plus efficace. Donc, même si certains armateurs faisaient attention, parce qu'à la fin, c'était quand même la consommation de pétrole, mais c'est que depuis quelques années qu'il y a vraiment un engouement extrêmement fort pour le monitoring de performance. Et donc, comment est-ce qu'on collecte les données à bord du bateau? Comment on développe des modèles type jumeaux numériques associés au navire? Comment on corrèle les deux? On essaie de comprendre comment ça fonctionne. Euh, Derrière, il y a des sujets mathématiques assez complexes, d'analyse de données, de réduction de modèles de prévision. Et un bateau, c'est un objet dans l'eau qui est soumis au courant, à la houle, au vent. C'est non déterministe, c'est statistique, c'est extrêmement complexe. Et puis après, vous avez un système multipropulsif où on va avoir du vélique, de la propulsion plus classique. Et tout ça, c'est extrêmement compliqué à modéliser. C'est instable et donc il y a encore beaucoup de recherche qui est menée là-dessus. Pour tout ce qui concerne le routage global, comment est-ce qu'on a les bateaux, comment est-ce que on optimise globalement l'énergie pour on va dire, transporter un certain nombre de matières à travers le monde. Ça, c'est de la recherche opérationnelle, ce qui permet aussi d'optimiser, par exemple, le temps d'escale par exemple, chez les armateurs au conteneur, on optimise le rangement des boîtes à l'intérieur du bateau pour que le déchargement des boîtes soit optimum et qu'on minimise le temps d'escale. Plus vous avez un temps d'escale important, plus vous devrez aller vite après entre deux points pour conserver votre on va dire, temps de distribution. L'optimisation multi-objectif et puis tout ce qui concerne
l'automatisme, le contrôle. Donc il y a beaucoup de sujets aujourd'hui d'innovation académique qui vont permettre dans les années prochaines de porter des produits et des services innovants. Euh, Si on fait un petit focus sur le territoire, Nantes-Saint-Nazaire, ben, en fait, on a une chance incroyable d'avoir un territoire qui est tourné vers la mer, une stratégie de la région qui, depuis de nombreuses années, et de la métropole a du coup la mer dans ses axes stratégiques de développement. Euh, donc ça se traduit par des projets de navires qui sont en lien avec le territoire. Ça se traduit aussi par des moyens d'essai qui ont été mis en place, notamment à l'École centrale de Nantes, au CEA, et qui aujourd'hui permettent de créer de l'innovation. Cette innovation, bon, elle n'est pas sous le sabot d'un cheval, il faut des chercheurs, il faut de la recherche académique, et pour ça, il faut souvent des moyens d'essai qui sont la première étape de validation d'un process, d'un produit, avant derrière une recherche industrielle. Si je prends l'exemple de l'hydrodynamique, que je connais pas mal avec l'École centrale de Nantes, ben, ce bassin de Carène de l'École centrale a drainé derrière ben, beaucoup d'innovations. Elle a permis de créer plusieurs startups, que ce soit Sirena, Hydrocéan et d'autres. Et donc ça, c'est vraiment un lieu, un endroit où l'expertise est capitalisée et elle génère derrière, du coup, de la création de valeur. Euh, Au-delà de ça, l'écosystème a créé aujourd'hui, avec la présence notamment du pôle, un certain nombre d'événements autour du maritime. Donc, toute cette animation aujourd'hui, elle permet aussi d'asseoir le territoire comme un territoire maritime. Et puis, que ce soit l'Institut 2050, l'association Moonship, ou encore d'autres sont créés du coup sur Nantes parce que cet écosystème est particulièrement favorable à cette dynamique collective. Donc là, vous avez un exemple aujourd'hui de force, on va dire, sur le territoire de la métropole, euh, que ce soit des énergéticiens, des ports, des bureaux d'études, des équipementiers, des chantiers navals, des armateurs, la société de classification, le bureau Veritas, ou même des banques, des investisseurs et des assureurs, du coup, qui sont spécialisés sur le maritime. On a la chance d'avoir à peu près, du coup, sur le territoire, l'ensemble de la chaîne de valeur nécessaire. Ça représente à peu près 10 000 salariés en Pays de Loire et à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires, source GICAN 2023. Pour finir, sur les forces, ben, du coup, on a aussi donc, une grande force en termes d'écoles et d'universités, avec Nantes Université et d'autres écoles d'ingénieurs. On a un lycée maritime aussi qui forme des navigants. Euh, on a des centres de recherche qui travaillent un peu plus sur les innovations avec des terrains plus élevés. On a des incubateurs qui permettent, comme à Campol, qui permettent d'accueillir aujourd'hui des projets émergents pour les incuber et les accompagner. On a des fédérations professionnelles, des groupements d'entreprises. J'ai parlé de chip, il y a Neopolia qui est un peu plus industriel, il y a l'Institut universitaire mer et littoral, il y a l'INA, il y a le Perle, il y a l'Albatros, etc. Et puis il y a des pôles de compétitivité aussi qui, du coup, permettent d'améliorer le lien entre l'ensemble des acteurs. Voilà, et donc du coup, sur cette expertise, il y a aussi bon, bah, tout ce qui est mécanique, énergie, numérique et sciences humaines, qui est aussi un élément essentiel dans cette décarbonation, que ce soit au niveau économique, droit, environnement, formation et réglementation. Voilà pour ce petit tour d'horizon en 30 minutes de la décarbonation du maritime. Merci beaucoup Erwan hein, pour ce tour d'horizon effectivement très complet et très dense. C'est effectivement une description, je reviens sur la fin de ton intervention, hein, d'un écosystème très riche. Donc petit appel effectivement aux entreprises qui nous suivent et qui sont pas installées sur le territoire. Voilà, si vous venez ici, vous aurez accès à tout cet écosystème et effectivement plein de collaborations envisageables en fonction de vos souhaits. Donc à nouveau aussi bien des clusters comme la French Tech que le pôle mer Bretagne-Atlantique sont à votre disposition. Écoute, merci beaucoup Erwan. Alors, on va prendre un petit temps de questions-réponses maintenant, si vous voulez bien. Alors, vous avez le chat, la partie questions là sur la droite. Donc, si vous voulez questionner
Alors, on n'a pas beaucoup de temps. La présentation était très complète, donc on va sans doute réduire un petit peu le temps des questions, mais ça reste évidemment un temps important pour nous. Alors, je vais essayer de les prendre un petit peu à la volée. Alors, attendez, hop, que j'arrive à lire. Hop, pourquoi j'arrive pas à la voir celle-là, voilà. Bonjour, un cargo de 300-400 mètres au final. Alors, attendez. Hop. Je vais reprendre la main, Erwan, si tu veux bien, parce que Oui, bien sûr, je t'en sinon, prie. on va s'en sortir. Hop, voilà. Attendez. Toc, voilà. Une question. Un cargo de 300 à 400 mètres émet au final peu de CO2 par tonne kilomètre. N'est-ce pas un frein pour la propulsion vélique? Le vélique n'est-il pas contraint par la taille du navire? Euh, alors, je pense qu'il y a quelques fautes de frappe. Est-ce qu'on est conscient qu'un cargo transporte beaucoup de marchandises et que leur production pollue? Voilà, il y a aussi la question évidemment des émissions pendant les phases de construction, voire de déconstruction, le cas échéant des navires. Oui, alors effectivement, la part aujourd'hui sur un bateau de transport, hein, du coup, on n'a pas trop adressé le sujet du nautisme, hein, effectivement, cette présentation. Mais un navire de transport, aujourd'hui, la part d'émission à la construction, elle est de quelques pourcents. C'est assez marginal puisque ce sont des bateaux qui vont opérer pendant 30 ans à travers le monde et en continu. Donc la part d'émission de la propulsion va être beaucoup plus élevée que la part à la construction. Ce qui est complètement opposé au nautisme où vous allez avoir des bateaux qui sont en général fossiles avec du composite et et un usage, alors, pour les voiliers, c'est encore pire puisqu'on consomme très très peu d'énergie et du coup une part à la construction qui est beaucoup plus forte. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes enjeux. Et puis le Vélic, effectivement, il marche pas dans tous les cas. Il faut qu'il y ait du vent. Il faut que le bateau n'aille pas trop vite, parce que si le bateau va trop vite, on a un vent apparent qui est beaucoup trop, on va dire, orienté dans l'axe du bateau, et donc on ne peut plus l'utiliser de façon efficace. Oui, c'est pas non plus, voilà, il suffit pas de mettre des voiles sur tous les bateaux pour que tout soit réglé, même si ça paraît être une évidence qu'on devrait peut-être réussir à gagner 20-30% de l'énergie totale consommée aujourd'hui au niveau mondial avec le Vélic. Ce serait un minimum à atteindre dans les années qui viennent, mais il reste encore beaucoup de challenges. Merci beaucoup. Une question sur la pêche, pêche artisanale, pêche industrielle. Quelles sont les perspectives donc en lien avec la décarbonation en particulier? C'est un sujet qui est compliqué parce que la réglementation aujourd'hui internationale, elle s'applique vraiment à des gros navires. L'OMI a fixé une taille de navire qui représente des bateaux voilà, autour de 100 mètres, qui sont un peu la cible, les bateaux qui mettent le plus. Cependant, on s'intéresse à la décarbonation totale. Donc, on pourrait se dire comment est-ce que je décarbone effectivement les yachts, les bateaux de pêche, les pilotines, etc. Et donc là, on est plutôt sur des stratégies nationales. Et donc, aujourd'hui, au niveau national, sur la pêche, les choses ne sont pas complètement définies. Il y a une feuille de route de décarbonation du maritime qui a été rééditée l'année dernière et qui a été émise pour la première fois en 2023, qui n'inclut pas aujourd'hui la pêche, par exemple. Donc le travail est en cours. Et la contrainte de la pêche, elle est spécifique puisque c'est un bateau qui a une jauge, avec en plus un modèle économique qui est encore plus dépendant du prix d'exploitation. On a vu que le transport maritime du conteneur pouvait faire x5, x10, quelque part où tout le monde paye, et puis on va dire que c'est presque $1. Euh, à la pêche, vous ne pouvez pas faire x5 sur le prix de l'énergie sans que le modèle économique de la pêche soit mis à mal. Donc c'est un vrai sujet qui est extrêmement complexe, et donc pour l'instant, il y a des travaux qui sont en cours au niveau à la fois régional ou national pour essayer d'adresser le sujet. Je me permets, attends, je retrouvais mon micro. Je me permets un petit complément quand même. Donc effectivement, d'abord, il faut avoir en tête qu'en France, la flottille de pêche, c'est 80% des petits armements, c'est-à-dire des bateaux qui vont sortir à la journée, plutôt de la pêche côtière en grande majorité. Alors même s'il y a quelques gros armements, la majorité sont plutôt des sorties à la journée ou
voilà, en tous les cas de la pêche côtière. Donc ça ouvre quand même aussi des perspectives en termes de technologie, hein. Effectivement, le coût, les aspects économiques que mentionnait Erwan sont tout à fait justes, mais peut-être que ça peut donner quand même des opportunités pour des usages ou des motorisations plutôt peut-être électriques, peut-être hydrogène, en tous les cas qui paraissent beaucoup plus difficiles pour des voyages au long cours. Donc là, il y a sans doute un peu plus d'opportunités technologiques. Et puis pour information, alors ça commence tout juste, mais je pense enfin, on y croit beaucoup et on espère que ça va se développer. Les taxes liées au parc éolien là, qui sont déjà reversées aux comités régionaux des pêches commencent à amener de nouveaux appels à projets. Je pense parce que c'est des choses qu'ont commencé à faire les gens du Corepem ici avec le premier parc éolien au large de Saint-Nazaire. Le Corepem, c'est le comité des pêches en Pays de la Loire. Alors les premiers appels à projets concernent plutôt des sujets de formation, mais voilà, on espère que cette manne un petit peu liée à la production d'énergie en mer pourra amener aussi des opportunités de R&D, clairement des financements de R&D qui pourraient être mobilisés. On va prendre deux dernières questions pour qu'on ait le temps quand même avec Pierre de vous parler de nos événements. Alors, je ne vais pas les prendre dans l'ordre. Un sujet important sur les sujets des capteurs. Bonjour, avez-vous connaissance du déploiement de capteurs communicants par radio pour monitorer la consommation d'énergie ou maintenance prédictive sur les porte-containers? Voilà, la question peut-être qu'on peut poser plus généralement, c'est voilà, quels sont les enjeux autour du bateau connecté et de ces sujets digitaux, puisqu'effectivement, c'est un sujet important pour la French Tech. Ouais, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de gains à faire là-dessus, hein, comme je disais tout à l'heure, sur la connaissance du fonctionnement du bateau et de son usage. Donc, aujourd'hui, sur un bateau, vous avez plein d'équipements. Chaque équipementier essaye d'instrumenter son équipement. Et puis derrière, il faut agglomérer l'ensemble parce que ça n'a de sens que si on a une vision de l'ensemble. Euh, Ça ne sert à rien de savoir enfin, quel est le débit, par exemple, d'une énergie dans un tuyau, si vous ne savez pas à quelle vitesse va le bateau, si vous ne connaissez pas les conditions environnementales, le vent, la houle, etc., pour le bateau. Donc c'est un sujet extrêmement complexe. Euh, et effectivement, il y a des gains qui sont attendus, que ce soit, il y a des projets là, donc, que j'ai entendu parler récemment sur voilà, des systèmes de capteurs de penons, ça peut être des débitmètres, ça peut être des capteurs de force, ça peut être voilà, vraiment beaucoup, beaucoup de choses euh, qu'il faut après agglomérer dans un jumeau numérique du navire. Tout à fait. Donc là aussi, petit complément, et j'en profite pour faire un peu de publicité sur un autre webinaire dédié à des rendez-vous B2B qu'on va organiser le 18 mars prochain. Je vous remettrai ça dans le mail qu'on vous enverra avec les liens replay et puis slide. On organise donc le 18 mars prochain une présentation d'un appel à projet qui est sorti là récemment sur le navire bas carbone et sur lesquels effectivement il y aura sans doute des possibilités de financement de projets autour de ces sujets, entre autres, hein, c'est le cœur du sujet, c'est vraiment le bas carbone, mais autour de ces sujets de capteurs pour essayer d'optimiser, la consommation énergétique pour la propulsion et pour l'usage des navires. Donc 18 mars, mais je vous remettrai ça dans les mails à venir. Et peut-être dernière question sur le houlomoteur. Est-ce que vous avez connaissance de systèmes houlomoteur innovants qui pourraient être intégrés dans des navires? Non, et je sais que j'ai regardé un peu ce sujet-là, mais ça reste compliqué. Ça reste compliqué parce que l'énergie, in fine, autour du bateau, reste extrêmement complexe. Donc il y a des systèmes houlomoteur là, qui se développent, notamment en proximité des digues, pour essayer de capter une partie de l'énergie des vagues en proximité des zones portuaires. Euh, mais bon, en général, les zones portuaires sont des zones relativement abritées, donc il y a un petit peu de difficultés en termes de masse d'énergie. Et puis autour du bateau, non, on essaie plutôt de stabiliser le navire éventuellement pour éviter ses mouvements. Et là, il y a un peu d'énergie potentiellement à récupérer, mais ça reste extrêmement complexe. Très bien, merci beaucoup. Je propose qu'on s'arrête là sur les questions. Enfin pour celles sur lesquelles on n'aurait pas apporté de réponse, surtout n'hésitez pas à nouveau, hein, dans l'email qu'on va vous faire, on vous redonnera nos coordonnées. Donc si vous avez des questions complémentaires, on sera ravi d'y répondre peut-être du coup dans un second temps. Merci encore Erwan de ton intervention et de la réponse aux questions apportées. Pierre, je vais te laisser la parole. On va terminer, il nous reste 3-4 minutes. On va terminer en vous présentant les fameux événements dont on vous parle depuis le début de ce webinaire. Et Pierre, je te laisse commencer peut-être avec les deux événements du 12 et du 14, si tu veux bien.
Alors, attends, Merci. je vais passer les slides, comme ça je vais gagner une pointe de temps. Hop. Je vais être assez rapide parce que j'avais un peu évoqué le sujet en démarrage. Donc, merci également, Erwan, parce que c'était à la fois rapide mais très éclairant sur les enjeux horizon 2050 et on voit bien que tout ça ne sera pas une partie de plaisir et que de l'objectif à la réalisation de l'objectif, il y a beaucoup de chemin et beaucoup de recherche. Alors je peux aussi faire une auto-promo pour un événement qu'on organise demain pour montrer aussi quelle est la dynamique de notre communauté French Tech parce qu'on organise un after-work entreprise et laboratoire de recherche rencontrez-vous dans le cadre du PUI, c'est un dispositif que tu n'as pas évoqué, Erwan, mais qui est le pôle universitaire d'innovation porté par donc Nantes Université et qui fédère 17 établissements qui concerne 5 filières, dont industrie du futur et énergie, mer, environnement. Et donc, bon, le nombre de labos et de moyens d'essai sont à Nantes, mais on a aussi quelques laboratoires sur le territoire. Et demain, pour la première fois, on va inciter les deux parties à se rencontrer, d'accepter des étudiants en stage jusqu'à monter des laboratoires communs. On en a un ici, alors qui est plutôt dans le domaine enfin, des drones, hein, puisque c'est un laboratoire commun entre Xsun et l'IRENA. Mais voilà, donc montrer qu'il y a aussi des possibilités ici et il y a un territoire d'expérimentation, je pense, qui est assez fabuleux avec la zone estuaire. Pour le reste, donc 12 mai, je l'avais évoqué en préambule, un événement école de l'investissement 100% économie bleue qui sera autour des domaines stratégiques d'innovation tels que définis par le pôle. L'objectif, c'est de rassembler pendant un après-midi, une soirée, l'ensemble des acteurs de l'innovation économie bleue, des porteurs de projets, des startups, des projets plus ou moins matures, jusqu'à des PME du secteur qui auraient des projets d'innovation, pourquoi pas des acteurs de la place portuaire. Tout ça est en cours de construction. On réfléchit à organiser autour de 2 niveaux de maturité, globalement de l'idée au prototype, puis du prototype à l'industrialisation et le développement. On a des beaux sujets, des belles réussites, par exemple comme Temo qui a débuté ici à Saint-Nazaire. Rassembler également les business angels, les fonds d'investissement, des banques comme BPGO qui ont un fonds dédié, c'était dans ton panorama, Erwan, et également les structures d'accompagnement, alors que ça soit sur le financement, je rajoute BPI et les structures d'accompagnement, les pôles, Atlampol, voilà, pour donner le panorama du champ des possibles sur le territoire, favoriser l'émergence de projets endogènes, mais aussi faire venir des projets exogènes, parce que l'avenir du territoire passe par là. Et comme je pense l'a expliqué Erwan, il y a beaucoup à créer, beaucoup à inventer, beaucoup à expérimenter pour cette transition et cette décarbonation. Au milieu, il y aura Possible, dont Frédéric parlera au titre du pôle. Et donc le lendemain, je reviens pour conclure sur un événement Atlic Interreg, qui est donc dans le cadre d'un projet européen qui est opéré ici par le Blue Lab, qui est un Fab Lab, en partenariat avec l'école de design et également Pornicaglo, qui est donc l'aglo Pornicaglo Pays de Ré. Donc ce sont une soixantaine d'étudiants IUT, école de design, établissement du territoire, qui travaillent dans une vision très prospective sur imaginer, sans se poser de barrières, imaginer ce que sera l'économie bleue horizon 2050. On parle de pêche, on parle de tourisme durable, on parle de navires. Voilà, donc c'est un programme qui dure 4 mois. L'initialisation était il y a quelques semaines. Et donc nous, on fera la dernière journée de clôture avec eux le 14. Donc ils nous présenteront leurs idéations, leurs projets. Il y aura un jury et ça permettra de clore ce cycle de 3 jours autour de l'économie bleue. Le 12, c'est à la Baule, à Atlancia, le Palais des Congrès qui nous accueillera. Et le 14, ça sera au SPI numérique, qui est dans un lieu qui porte bien son nom par rapport au territoire. Il s'appelle le Paquebot, il est en plein centre-ville. Et il héberge également l'école d'ingénieurs saisie. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci Pierre. Donc je reprends la main pour conclure effectivement avec notre événement qui s'appelle Possible. Alors
qu'on co-organise avec la structure développement économique Nantes-Saint-Nazaire, qui s'appelle Nantes-Saint-Nazaire Développement. L'Institut MIT est un des partenaires majeurs évidemment de cette manifestation. L'objectif, c'est un format un peu particulier qu'on va proposer aux participants, c'est-à-dire un format où on va vous projeter finalement dans l'avenir. L'objectif, c'est de discuter sous les contraintes qu'on risque, qu'on aura malheureusement. Je pense que maintenant il n'y a plus trop de doute. En termes de montée des eaux, en termes d'accès à l'énergie plus compliqué, voire en termes d'accès aux matériaux même qui peuvent être plus compliqués, aussi bien pour des questions de limite finie de la planète, mais aussi sans doute aussi pour des raisons d'accès, pour des raisons géopolitiques. L'idée, c'est de réfléchir ensemble à travers notamment des ateliers de travail. Hein, ce ne sera pas des conférences plénières, ce sont vraiment des ateliers de travail. Et on va essayer de regrouper l'ensemble de la chaîne de la valeur du secteur maritime autour de trois axes. Donc, c'est la montée des eaux, moins d'accès à l'énergie, moins d'accès aux matériaux, et que chacun puisse un petit peu, je dirais, lever le nez du guidon, se poser la question, en 2050, 2070, ces contraintes sont là, comment moi, mon métier, il a évolué, et quelles sont les évolutions que je dois peut-être d'ores et déjà mettre en œuvre au sein de ma structure, de ma société, pour que voilà, cette transition se passe le mieux possible, ou voilà, si on est un petit peu pessimiste, le moins mal possible. Donc on vise un public globalement assez large, hein, d'abord et avant tout les entreprises, mais d'abord aussi sur toute la chaîne de la valeur, mais aussi les acteurs académiques et plus globalement l'ensemble des parties prenantes. On aura, je le dis parce que ça peut être évidemment une source une motivation supplémentaire pour y participer. On aura une conférence plénière d'introduction qui sera réalisée par Philippe Bewix, que alors sans doute certains d'entre vous commencent à connaître. C'est quelqu'un qui monte pas mal en termes de visibilité. Alors, je ne sais pas s'il faut systématiquement faire une BD pour ça, comme a pu le faire Jean Covici, mais voilà, il se trouve qu'il a fait sa BD sur plutôt des aspects de matériaux et les enjeux autour de la moindre disponibilité de ces matériaux. Et donc, il nous fera une conférence plénière d'ouverture pour nous parler de ces enjeux liés, enfin, qu'on va voir apparaître, hein, et qu'on voit déjà apparaître malheureusement 2050-2070. Voilà, on va conclure ce webinaire. D'abord, je vous remercie tous pour votre participation. On vous renverra, donc ça a été l'objet de plusieurs questions, donc je l'aurais dit de vive voix, on vous enverra le replay de ce webinaire, on vous enverra également les slides, on va revoir avec Erwan ceux qui nous autorisent ou pas à diffuser, mais on vous fera on vous les transmettra. Et je vous donne rendez-vous donc lors de notre troisième épisode qui va se dérouler donc le mois prochain, un peu plus de 3 semaines maintenant, où on va parler port. Les enjeux également, les enjeux et puis les opportunités pour nos communautés aussi bien maritimes que French Tech autour de ces grands objets, alors grands ou petits d'ailleurs, hein, puisque on a beaucoup parlé là des grands ports maritimes. Le projet ZIBAX est destiné aux grands ports maritimes, mais il y a aussi tous les ports secondaires, les ports de pêche, les ports de plaisance, qui ouvrent aussi beaucoup d'opportunités parce que eux aussi doivent faire leur transition écologique et énergétique. Voilà, donc rendez-vous le 21 mars sous un format tout à fait proche de webinaire sur la pause méridienne. Voilà, il me reste à vous remercier. Encore une fois, remercier beaucoup Erwan pour sa disponibilité. Soigne-toi bien. Espérons que tu vas mieux voilà, dans les jours qui viennent. Et puis Pierre, merci encore de ton soutien et de ta participation. Et je vous dis rendez-vous dans un mois. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Bon appétit à tout le monde. Au revoir. Au revoir.